Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. Cette émission sur Média 1 qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer des thématiques en lien avec cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons plancher sur une notion, notamment la notion de doute. Faut-il toujours douter de tout? Des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, avec mes invités, nous allons faire une immersion dans le cercle familial pour parler de cette relation parfois jugée un petit peu très proche et fusionnelle. On parle de la relation enfant-mère, enfant-maman. Comment aujourd'hui renforcer ce lien ou ce lien qui existe déjà depuis, parce qu'on le rappelle, on a vécu pendant 9 mois dans le ventre de nos mamans. Comment aujourd'hui couper le cordon ombilical? On en parle en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués pour la plupart. Féloria, ça fait longtemps qu'on t'a reçu sur ce plateau Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Étudiante en informatique. Très heureuse d'être là, je suppose. Oui, je suis très heureuse, merci. Plaisir partagé également, on l'espère, pour Daryl. Daryl, vous êtes étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Deuxième participation, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Morel, entrepreneur dans le domaine du génie civil également. Cinquième participation à Génération News, si mes comptes sont bons. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Plaisir à partager, Régis. Et on termine avec la nouvelle, la nouvelle sur le plateau de Génération News. Téné, vous êtes journaliste. Merci d'être le nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci à vous. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, en première partie de l'émission, nous allons parler du doute. Téné, je me tourne vers toi pour donner le là de cette première partie d'émission. On parle du doute. La question, je te la pose, ma chère. Est-ce que ça t'arrive de douter? Bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est tout à fait normal de douter. Surtout en parlant de personnes. D'accord. Une personne que tu ne connais pas, que tu viens à peine de connaître. Donc, ce n'est pas facile de faire confiance dès le premier regard, voilà, le premier contact. Donc, essayer de connaître, peut-être après savoir connaître la personne, que le doute va disparaître, mais tout d'un coup, c'est tout à fait normal. Mais quand tu connais déjà la personne, comment ça arrive au point où toi, tu développes des doutes? Tu es un peu sceptique à l'image de la personne. Est-ce que pour toi, le doute, c'est égal à la confiance? Non, pas forcément. Tu peux avoir confiance et douter de la personne. Parce que les gens, par exemple, pour moi, le doute peut venir en fonction de l'éthique de la personne. Si tu n'es pas clair dans tes dires, dans tes agissements, ou si tu as déjà une fois à me mentir. Voilà, là pour moi je peux déjà avoir un blocage venant de toi. Et quand la personne revient vers toi, tout de suite le doute s'installe un petit peu. Non, c'est impossible de te faire confiance à un nouveau genre, je ne peux plus te faire confiance. Là, ça devient compliqué. Justement, Daryl, par rapport au doute, est-ce que, la question je te la pose également, mon cher, est-ce que toi ça t'arrive de douter? En d'autres termes, comment tu gères le doute? Parce que je pense que tout le monde doute un petit peu à un moment de sa vie ou tous les jours, mais toi comment tu gères le doute? Moi, le doute, pour moi, ça me permet de me remettre en question. Ça me permet de ne pas me précipiter. Ça me permet d'analyser la situation. Parce que si je n'analyse pas la situation, En fait, tu vas y aller tête baissée. Pour aller tête baissée et après me cogner devant. Ouais. Donc, il est important de se remettre en question. Parce que quand on se remet en question, on va réfléchir. On va peser le pour, on va peser le contre et on trouvera une solution. Mais toi, la dernière fois que tu as douté, tu as douté de quoi? Je doute tous les jours. D'accord. Tous les jours, je doute. Avant de faire quelque chose, je doute. Moi, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup et je ne peux pas me lancer comme ça sans douter, impossible. Je doute de tout le monde aussi parce que... Oui, aussi, on ne connaît pas tout le monde. Et ouais. Exactement, c'est important de douter. D'accord. Est-ce que justement ces doutes-là te servent? C'est-à-dire, est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à, si tu doutes par exemple, et supposons que tu as un entretien et tu dois aller vers une entreprise et tu as le doute par rapport justement à la fiabilité de cette entreprise-là et de mettre à prendre qu'en fait c'était une entreprise malheureusement qui était dans des choses un peu sombres, est-ce que ça t'arrive parfois de te dire j'ai bien fait d'écouter cette intuition, cette voix dans ma tête qui me demandait de ne pas y aller? Exactement. Et si je vais dans une entreprise, je vais d'abord faire des recherches essayer de voir d'abord comment ça se passe là-bas, comment est-ce qu'ils se comportent avec les employés, est-ce qu'ils sont à jour. Et par exemple, si c'est une entreprise de BTP, je vais essayer de savoir est-ce qu'ils sont à jour
comment est-ce qu'ils traitent leurs employés. Ouais, les matériaux qu'ils utilisent. Les matériaux, etc. Ouais. Est-ce que les employés là-bas ont une caisse de sécurité sociale? Parce que si je m'en vais travailler là-bas et j'ai un accident de chantier, est-ce que c'est l'entreprise qui va me prendre en charge ou est-ce que c'est moi qui vais me prendre en charge? Donc il y a tous ces aspects-là. Avec le doute, je vais réfléchir et si c'est bon, je vais aller. Réfléchir et si c'est bon, je vais y aller. Féloria, c'est un peu ton cas. Parce que oui, ça fait longtemps qu'on te reçoit sur ce plateau. On sait que le doute, à l'image de ce que Daryl vient de dire, c'est quelque chose que tu côtoies tous les jours. Mais on a l'impression que pour toi, le doute, c'est beaucoup plus comme une voix positive dans ta tête qui te demande de faire des choses. Et ça te motive beaucoup plus qu'autre chose, en fait. Oui. C'est comme je disais avant l'émission. Moi, je dis qu'il y a différentes sortes de doutes. Il y a le doute personnel, ça veut dire que tu doutes de tes capacités à toi. Ça, je dirais que ce doute-là, il faut s'en méfier beaucoup parce que c'est une limitation qu'on se met à soi-même. Après, il y a le doute dont il vient de parler, ça veut dire qu'il y a une situation qui est là. Tu ne peux pas directement, par exemple, là, quand je suis à la recherche du travail, il faut enquêter. Et du moment où tu mets la recherche, on l'a vu en philosophie, du moment où tu mets la recherche, c'est que tu doutes. Donc là, c'est important, il faut chercher. Et c'est pareil aussi dans le relationnel avec les autres. Tu ne peux pas accepter tout le monde dans ta vie. On le dit, l'être humain, l'homme est un loup pour l'homme. Exactement. Il faut toujours avoir le doute. Je ne demande pas d'être méfiant avec tout le monde, mais c'est important de ne pas tout recevoir. Toujours mettre du doute, ça te permet de garder la distance, la bonne distance avec les gens, mais ça t'épargne aussi de beaucoup de problèmes. Et s'il fallait s'attacher à la note thématique du jour, Féloria, faut-il toujours douter de tout? Je dirais non. D'accord, ou tu relativises. Voilà, ça dépend vraiment. Bon, nous les femmes, on a une intuition, c'est-à-dire tu es là, tu sens pas trop. Oui, vous avez ce truc en plus, voilà, ces petits trucs en plus là. Donc, souvent, il faut suivre. Le plus souvent, c'est sérieux. Mais c'est pourquoi généralement on demande aux hommes de prendre conseil auprès de la femme, de toujours exposer une situation auprès de la femme, parce que la femme, effectivement, a ce truc-là, cette intuition-là, ce sixième sens-là, et qui parfois... La femme a la capacité, elle peut regarder un homme aujourd'hui, elle peut voir où cet homme-là va aller. D'accord. Et elle peut voir son futur. Bon d'accord, Féloria, alors à la fin tu consultes tout le monde et tu me diras ce qu'il en est. Morel, c'est vrai que tout à l'heure Féloria a utilisé une expression qui m'a paru assez intéressante. C'est notamment quand elle parlait de s'enfermer quand on est dans le doute. Alors des philosophes, elle a parlé de la philosophie également dans son argumentaire. Ils sont nombreux ces philosophes-là qui se sont penchés sur la question du doute. Socrate, la liste est longue. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'image de ce que Féloria vient de dire, douter, c'est s'enfermer, c'est s'interdire beaucoup de choses. Effectivement, je pense que je la rejoindrai en parlant des philosophes comme tu viens de le faire. Déjà, pour rejoindre ce qu'elle a dit, il y a plusieurs types de doutes, effectivement. Et si on se penche même du côté de la philosophie, on verra qu'il y a le doute méthodique qui a été visionné par Descartes, qui parle là du doute scientifique, c'est-à-dire du doute constructif, qui nous permet de remettre en cause nos connaissances pour avancer. Et il y a en fait le doute sceptique qui a été visité par Piron, qui nous dit en fait que trop douter ou douter de tout, c'est s'enfermer dans ce scepticisme-là paralysant et dans lequel en fait on va remettre en question toutes les certitudes. Et là en fait on sera enfermé effectivement dans une prison dans la mesure où toutes les idées reçues seront questionnées et ne vont nous mener à rien. Parce que même les vérités déjà établies seront remises en question et ça va devenir un questionnement inutile. Donc oui, on sera enfermé en quelque sorte dans une prison intellectuelle en doutant de tout. Est-ce que c'est facile de dissiper le doute dans notre mémoire, dans notre conscient et dans notre subconscient? Parce que même quand on rêve, parfois on doute du rêve qu'on a eu à faire. On a l'impression que le doute est vraiment dans toutes les étapes de notre vie, du début jusqu'à la fin. Même parfois quand tu es enceinte, tu doutes un petit peu, tu te dis bon, est-ce que c'est réellement vrai? D'où le déni de grossesse pour certaines femmes. Est-ce que vraiment c'est facile de dissiper le doute? Même si on va avoir des spécialistes, des psychologues, on a l'impression que le doute, c'est notre ami, notre meilleur ami pour la vie. Déjà là, on ne peut pas dire que c'est facile de dissiper le doute parce que je ne pense pas que l'on puisse dissiper le doute. On peut diminuer la tendance que l'on a à douter, mais dissiper le doute en tant que tel, définitivement non. Parce que déjà, Descartes nous disait que penser,
c'est douter, c'est penser, et penser, c'est exister. Donc si on suit cette philosophie-là, tant que l'on existe, on sera amené à douter. Maintenant, comment diminuer le fait que l'on doute trop? C'est en travaillant maintenant sur soi. C'est-à-dire, certaines personnes seront amenées à se remettre tout le temps en question parce qu'ils n'ont pas une très grande estime d'eux-mêmes. Alors en travaillant sur cette estime de soi-là, on sera amené à diminuer le doute personnel que l'on a de sa propre vision de soi et donc diminuer le doute. Mais le doute en tant que tel ne peut pas être dissipé. L'impact du doute aujourd'hui dans le relationnel, ma chère Téné, est-ce que ça aussi, ça a déjà eu un impact sur cette vie-là, notamment la tienne, aussi bien au boulot ou même à la maison ou avec des copines, le fait que tu sois dans une relation amicale ou amoureuse ou familiale où malheureusement le doute est tellement présent que ça malheureusement crée des divergences au sein même de cette relation-là. Est-ce que tu as déjà été victime de ça et comment tu arrives à gérer toutes ces choses? Alors, on va parler côté professionnel. D'accord. À chaque fois que je fais... Bon, j'ai déjà eu à faire plusieurs entretiens et avant d'aller, je doute vraiment. Tu doutes de quoi? De toi? Non, parce que l'entreprise te prend en fonction des compétences, de la première impression. Et si tu y vas avec un stress, c'est un peu chaud. Donc, dans ce sens, moi, je doute aussi, je doute vraiment. Et aussi en amitié, comme je disais au début, en amitié, le doute s'installe... Dès la première faille. Voilà, dès la première faille et quand il y a un mensonge qui suit. D'accord. Voilà. Oui, mais toi, tu fais quoi? Est-ce que tout de suite, tu vas décider, désolé de t'interrompre, mais est-ce que tout de suite, tu vas décider de faire une pause dans la relation amicale ou tu vas complètement te défaire de cette relation parce que tu estimes que c'est construire en fait une maison mais sur des mauvais fondements? Alors moi, je m'éloigne directement. D'accord. Voilà, je m'éloigne. Une fois que je vois que tu m'as menti, et qu'on en parle, c'est normal, tu me mens, on en parle, et je m'éloigne. Mais le pardon, pardonner une personne et rester en amitié avec la personne, c'est très différent. Tu peux pardonner, mais t'éloigner de la personne. Bon, moi, je suis comme ça. Voilà. Est-ce que c'est plus dur de vivre le doute dans une famille, à partir du moment où ta mère doute de toi, ton père, ta grande sœur, est-ce que c'est plus difficile de vivre ça en famille, le doute, Daryl? Oui, c'est très compliqué. Lorsqu'on doute de toi, ça voudrait dire aussi que tu n'es pas aussi une personne fiable aussi. Ça voudrait dire que tu es une mauvaise personne. Et le plus souvent, dans ce genre de cas-là, il faudra se remettre en question, comme j'ai dit depuis le début, se remettre en question, se poser les bonnes questions. Pourquoi un tel? Pourquoi cette personne a doute de moi? Essayer de trouver des solutions. Comme on dit toujours, nous sommes des êtres humains. Mais la solution, c'est parfois la communication, mais très peu de personnes acceptent de parler en général. Parce qu'on a peur déjà de faire une remarque ou bien d'accepter la remarque. Généralement, moi, je suis une personne, j'accepte les remarques. D'accord. Je préfère que tu me dises les vérités en face. Parce que pour moi, celui qui n'accepte pas les remarques, c'est une personne faible. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à faire des erreurs. Et si une personne t'a fait une remarque, tu te remets en question, tu essayes de réfléchir et puis tu essayes d'avancer. Tu essayes de voir le côté, qu'est-ce qu'il faut corriger en fait. Voilà, c'est pas jouer parce qu'une personne, parce que de nos jours aujourd'hui, lorsqu'on te fait une remarque et tu te fâches ou bien non. L'autre, elle t'a posé un problème. Tu essayes d'analyser, tu regardes la situation et puis tu essayes de corriger ça. D'accord. Est-ce que toi, tu as ce courage-là, Féloria? Moi, je te sais, parce qu'on t'a reçu énormément sur ce plateau-là, tu nous as laissé entendre que tu es très proche de ta maman. D'ailleurs, ce sera la transition pour la deuxième thématique, mais on a encore du temps pour cette première partie d'émission. Tu es très proche de ta maman, il y a une relation fusionnelle que tu as avec ta maman. Est-ce que le doute s'est déjà installé dans cette relation-là? Tu nous as laissé entendre aussi que tu es l'aîné. Est-ce que là aussi, cette mission qui t'incombe, parce que tu es un peu comme la deuxième maman, est-ce que tu doutes un peu de ce que tu fais, notamment les activités, parce que je rappelle que tu es mannequin, actrice, animatrice, il y a tellement de choses que tu compiles sous ta casquette. Est-ce que ça t'arrive parfois de douter avec ce nouveau rôle de maman que tu as? C'est chaud. Déjà, douter de ma mère, non. J'ai pas encore eu ce sentiment-là. Parce que je pense que depuis ma naissance jusqu'à maintenant, elle a été très juste. Elle a fait son rôle. Donc, elle ne m'a pas donné l'opportunité de douter d'elle. Maintenant, douter de moi, oui. Oui, parce que là, tu as le relais. Là. En tant que l'aîné, tu deviens la seconde maman. C'est ça. Tu te poses plein de questions. Est-ce que tu vas arriver réellement à faire ce que ta mère a pu faire? Est-ce que si ta mère ferme les yeux, tu pourras prendre le relais et élever? Parce que moi, j'ai juste une petite sœur. C'est compliqué. Moi, comme j'ai dit, je doute tout le temps de moi.
Je sais qu'au fond, j'ai les capacités, je sais que je peux, mais quitter de la conception qu'on a en tête et l'amener à la réalité, c'est complètement différent et c'est dur. Donc oui, le doute est en moi chaque jour. Chaque jour qui passe, c'est compliqué. Mais la question que tu posais à Daryl par rapport en famille, le doute en famille, c'est grave. Ça crée des divisions. Ouais. Ça crée des éloignements entre les différents membres de la famille. Mais c'est surtout comment on arrive à ce stade-là, en fait. C'est grave. Ça veut dire que c'est parti d'une faille. C'est parti d'une incompréhension. Ça part toujours des petites choses. Et en famille, c'est plus grave parce que c'est la famille. On dit que tout le monde peut te décevoir à l'extérieur, les amis, les copains, les copines. Mais ton seul réconfort, c'est la famille. Et lorsque la famille aussi est atteinte dans cette affaire de doute-là, tu te retrouves complètement seul. Et pour être seul et gérer le doute, franchement, chapeau à ceux qui ont réussi. C'est compliqué. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est moi seulement? C'est sur moi seulement que cela arrive. Se poser les bonnes questions et essayer de communiquer avec les autres. En fait, se remettre en cause à chaque fois. Ouais. On est dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que là-bas aussi, il y a beaucoup de doutes. Mais de ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui ont douté aujourd'hui sont devenus ils sont devenus riches. Voilà. Que ce soit Steve Jobs qui est décédé, paix à son âme, ou encore aujourd'hui notre ami Elon Musk. Et c'est parti vraiment de doutes. Morel, tu es entrepreneur, devenir riche, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais je veux dire, est-ce que toi aussi, dans l'entrepreneuriat, le doute, il est là? Est-ce qu'il est installé tout le temps? Oui, on peut dire que dans l'entrepreneuriat, le doute, il est omniprésent parce que déjà, on est amené à douter de soi déjà lorsque comme on dit, on compétit pour gagner un marché déjà, et que l'on ne gagne pas ce marché-là, déjà il y a. Mais qu'est-ce qui crée ce doute-là? Est-ce que c'est le concurrent qui crée ce doute en toi? Supposons que voilà, vous êtes 3 à postuler sur un marché et que toi tu commences à douter. Est-ce que c'est par rapport aux aptitudes, aux qualités de l'autre, en l'occurrence le concurrent, qui te fait douter, ou tu doutes de ta capacité à satisfaire l'annonceur, l'offre? D'accord, déjà, bon, je pense que ce serait plus par rapport aux concurrents parce que, quelle que soit la capacité que nous, on a à satisfaire l'offre à laquelle on postule, je me dis déjà que si l'on postule, c'est parce qu'on sait que l'on peut satisfaire cette offre. Mais quand tu sais en face de toi, par exemple, dans le cas des BTP, quand tu sais qu'en face de toi, tu as un géant de milieu et du secteur qui a plus de ressources financières et techniques que toi, tu sais que tu auras du mal à gagner ce marché. C'est dès lors que tu comprends ça que le doute s'installe. Et dès lors que le doute s'est installé déjà, tu auras tendance toi-même à te remettre en question et à questionner est-ce que toi-même tu peux réellement satisfaire les attentes de ce marché-là vis-à-vis de ces géants-là qui tentent de gagner le marché en face de toi. Donc oui, dans le milieu entrepreneurial, le doute est omniprésent. D'accord, on espère que tu l'as vaincu quand même ce doute-là. Non mais je pense qu'à l'image de ce que Féloria vient de dire, on a besoin de ça aussi parfois pour nous booster un petit peu parce que comme on dit, le doute en fait c'est s'interdire de réussir, d'aller de l'avant, de poser des jalons de quelque chose qui peut germer demain. Et je pense qu'en fait, essayons de voir comment transformer le doute beaucoup plus en quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur notre réflexion, la façon d'agir. Et je pense que Daryl et Féloria sont allés dans ce sens-là. Télé, je reviens vers toi parce qu'on parle toujours du doute. On se demande s'il faut douter de tout, s'il est parfois tout nécessaire de toujours douter de tout. Moi, je reviens un petit peu dans ta vie, hein, si tu me le permets, ma chère Ténet. Tu es journaliste, tu viens d'être diplômée, donc félicitations déjà. Et justement, est-ce que dans le cursus scolaire, dans la formation, déjà même dans le choix de la formation, parce que tu as été journaliste, est-ce que là aussi il y avait des doutes ou il y avait des certitudes pour toi? C'est sûr, tu veux devenir journaliste. Déjà la question que je te pose, est-ce qu'il y a un journaliste dans la famille? Ça c'est la première. Et la deuxième, est-ce que tu as eu des doutes tout au long de la formation, le cursus? D'accord. Non, il n'y a pas de journaliste dans la famille. D'accord. Je suis la toute première. La première journaliste de la famille. Exactement. Et côté cursus, est obligé d'avoir un doute. Surtout quand on t'envoie sur le terrain faire un reportage. Voilà, surtout, on est dans un pays où c'est pas toute la population qui parle français. Exactement. Donc tu es obligé de confronter des personnes qui ne parlent pas forcément français et c'est difficile pour certaines personnes de te comprendre, de prendre la parole. Donc du coup. Et tu doutais en te disant, est-ce que je fais le bon choix de la formation? Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Et surtout
quand tu commences à chercher un boulot, c'est tellement difficile. Ouais. Voilà. Même en étant dans la salle, surtout la première année, prendre la parole parce qu'on se met face. On te met face au public. Voilà, tu es devant, voilà. Exactement. Donc là, tu te poses la question. Tu dois avoir la capacité de parler. Donc, là, tu te poses la question. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je ne vais pas stresser? Est-ce que les autres vont comprendre ce que je vais dire? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi? Donc il y a tout ça qui rentre dans le journalisme. Et le plus important, c'est de te faire confiance. Exactement. Et de te mettre en tête que si tu as choisi ce domaine, c'est que tu peux arriver et ne pas prendre en compte les remarques des autres et toujours y aller. Et comme j'ai tendance à le dire, vis ta vie et mets les avis de côté. C'est le plus important. Là, avant de clore, juste parce qu'on arrive au terme de cette première partie d'émission, en quelques mots, quand tu as eu ce diplôme, est-ce que tout de suite, les doutes que tu avais avant, tout ce que tu viens d'énumérer là, est-ce que ça a disparu tout de suite? Oui, parce que il y avait beaucoup de difficultés, de blocages. Ouais. Et quand j'ai fait mon dernier reportage, où il fallait choisir un thème, les thèmes c'était au choix. D'accord. Et c'était quoi le thème? Moi j'ai pris le sport. Ah, j'ai fait mon reportage sur le sport. D'accord. Les personnes qui font le sport. Un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc du coup c'était ça et il fallait faire toi-même ton montage. Ouais, mais journaliste quoi. Exactement. Donc, et quand le prof il a apprécié, j'étais tellement contente parce qu'au début. Là, c'est clair. T'es journaliste maintenant. Exactement. Donc, la voix du début de la première année et la voix de la troisième année étaient différentes parce que je me suis mise à fond. Est-ce que tu as une bonne relation avec ta maman? C'est la question que je te pose. Le temps pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons faire une immersion dans le cercle familial pour parler de cette relation mère-enfant. Féloria, on en parlait dans la première partie d'émission, ta relation elle est fusionnelle avec ta maman. Comment vous l'avez créée cette relation-là? C'est vrai qu'en posant la question comme ça, on peut avoir déjà la réponse, mais en général, c'est des relations qui se créent aussi, ce côté fusionnel avec nos mamans, même si on a vécu en elle pendant 9 mois. Effectivement. Moi, avec ma maman, déjà quand elle était avec mon papa, elle était femme au foyer. D'accord. Donc du coup, tout ce qui est à la maison, rester avec les enfants, elle était toujours avec nous. Après, quand ils se sont séparés, je pense que là viennent maintenant les sacrifices que ta mère fait pour toi. On a les yeux, on grandit. Tu vois à quel point elle se délaisse pour vous. Elle est toujours là, il y a la communication. Et ça, je tiens vraiment à préciser, c'est la communication avec ses enfants. Fusionnel, c'est pas juste on vit ensemble. On peut vivre ensemble, mais on ne discute pas. Ouais. Mais moi, j'ai grandi dans ce truc où je dis tout à ma mère. Je dis tout. Quand je dis tout, c'est même des relations amoureuses, je dis. Il arrive que je dise. Donc, c'est vraiment dans ce dialogue-là, passer du temps avec sa mère, discuter avec elle, apprendre de ses erreurs, mais apprendre aussi de tout ce qu'elle a réussi à faire. Donc c'est de là que s'est créée la relation que j'ai avec ma maman. Et comment renforcer cette relation mère-enfant, mon cher Morel? Tu nous diras aussi si cette relation elle est fusionnelle avec la tienne, avec maman, parce que de toutes les façons, il y a toujours cette relation qu'on a avec la maman. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, donc ma question elle a deux volets. Est-ce que justement, comment renforcer cette relation qu'on a avec notre maman? Et puis, pourquoi on a souvent l'impression, et ça, on l'entend un peu partout, même chez nos amis qui font du rap, on a toujours l'idée de mettre la daronne à l'abri. Je ne sais pas ce qui se passe avec le papa, mais on a toujours envie de mettre maman à l'abri. On travaille dur pour que maman soit fière. On a toujours ce côté où on veut valoriser maman, mais on oublie parfois papa, quoi qu'on les aime aussi au passage. Mais pourquoi il y a toujours pour l'enfant ce côté-là qu'il veut dessiner un sourire sur le visage de maman? Effectivement, Régis, déjà pour renforcer cette relation qui nous lie à notre mère déjà, et pour répondre déjà à ta question qui n'en était pas une, oui, je suis proche de ma mère et alhamdoulilah, j'en remercie le Seigneur pour cela. Pour renforcer cette relation qu'on entretient avec nos mamans, déjà moi, si j'ai quelques petits conseils à donner, ça passe par 3 points. Déjà, il faut avoir une communication sincère et ouverte entre la mère et l'enfant, parce qu'en Afrique, on a déjà instauré ce système
on a instauré, parce qu'on a hérité de cela, de ce système de tabou-là, qu'il y a trop de sujets tabous et malheureusement, c'est un frein justement dans la communication. Beaucoup d'enfants ont du mal à se confier à leurs parents, dans leur mère, ce qui fait qu'il y a généralement un repli identitaire qui se fait. Et il y a aussi ce culte de la personnalité. C'est-à-dire que maman, elle est parfois inaccessible parce qu'on se dit, ces moments, on peut pas dire certaines choses et tout ça. Donc effectivement, je suis en accord avec ce que tu dis. Et je pense que ce culte de la personnalité-là, si l'enfant arrive à se dire que sa maman, elle est inaccessible, c'est parce qu'on l'a éduquée comme cela. Elle a cultivé cette barrière-là dès le bas âge. Parce qu'on va remarquer qu'il y a des enfants, peut-être Féloria le disait tout à l'heure, qu'elle est très fusionnelle avec sa mère, elle est très proche de sa mère, c'est-à-dire qu'elle arrive à se confier, je suppose, à sa mère. Donc s'il y a ces enfants-là qui n'arrivent pas à se confier à leur maman, c'est parce que justement il y a cette barrière-là qui a été cultivée depuis le bas âge, qui fait qu'arrivé à un certain âge, ils ne peuvent pas franchir la barrière-là d'eux-mêmes. C'est la maman qui doit démolir cette barrière, chose qui est très difficile. Donc moi je dirais déjà depuis le bas âge de développer cette communication-là, d'apprendre à l'enfant à se confier, à lui montrer que l'on est sa maman certes, mais que l'on est aussi son ami et qu'on est là pour l'écouter et l'accompagner. Donc il y a la communication qui est un point très important. Il y a également le fait de passer du temps ensemble. Beaucoup de parents malheureusement, dont les mamans, qui sont professionnels, courent derrière leur carrière. Et ce qui fait qu'elles délaissent parfois ce rôle de maman-là qui est censé accompagner, éduquer l'enfant. Et donc, le temps est devenu rare, le temps passé avec les enfants à la maison est devenu rare. Cela peut se résumer à quelques soirées ou à quelques heures par jour, et même ces quelques heures parfois ne sont pas de qualité, parce que cela se résume à prendre le dîner ensemble, à demander comment ça a été à l'école, et la journée recommence. Donc il n'y a plus ces moments fusionnels là où on joue, où on rit, où on part au cinéma, où on fait des sorties en famille. Généralement c'est les souvenirs qu'on a de nos moments, hein, ces petits moments. Passés en famille, parce que je suppose parce que nos mamans étaient peut-être des mères au foyer, donc on a eu le temps d'être cajolés par elles, mais ces mamans-là qui sont trop professionnelles, je leur dirais là, de ne pas oublier ce côté maternel qui est sacré, qui est sacral, et donc de retrouver cette manière de passer du temps avec leurs enfants. Et enfin, je dirais qu'il faut accorder aux enfants aussi une certaine autonomie, c'est-à-dire il ne faut pas essayer de trop les materner, de trop les couver. Il faut apprendre... ça c'est nos moments. Exactement. Même à 40 ans, tu restes bébé de maman. Exactement. Parce que quand on aura tendance à trop couver ces enfants-là, ils ne sentiront pas leur liberté, et il arrivera un moment où ils voudront prendre leur envol. Et donc, si on apprend aux enfants dès le bas âge, on leur donne leur espace, en grandissant également, ils sauront qu'ils n'ont jamais été trop maternés, trop emprisonnés. Donc, ils reviendront naturellement vers leur mère parce qu'ils ont eu dès le bas âge qu'est-ce que c'est que l'autonomie. Donc, moi, si j'ai ces conseils-là à donner aux mamans, c'est ces 3 points: communication, passer du temps ensemble et enfin autonomie. Je pense que si on réunit ces 3 points-là, il y aura tous les critères sont réunis pour que la relation mère-enfant soit fusionnelle. Daryl, c'est vrai que Morel nous a sorti quelque chose. Si on avait des mouchoirs là, je pense qu'on aurait... Non, mais il a parfaitement raison, c'est ce qui vient d'avancer. Est-ce que toi également, la relation avec maman, elle est fusionnelle? Est-ce que c'est basé sur quoi cette relation-là? Sur la confiance? C'est basé sur quoi? Oui, la confiance. Ma mère, c'est l'une des personnes que le plus confiance. Bon, moi, je ne fais pas les différences entre papa et maman. Je les aime au même niveau. C'est 2 personnes avec qui je suis proche, avec qui nous discutons beaucoup. Ma mère m'a bien éduqué. Et l'avantage avec ma maman, c'est qu'elle a su faire la part des choses. Elle a su m'éduquer côté éducation de l'école, l'éducation aussi de la vie. Elle m'a donné des conseils. Et aussi... Est-ce que tu continues toujours à en prendre? Je veux dire, quand tu es dans le doute, on en parlait en première partie d'émission. Oui, parce que... Est-ce que maman, c'est celle-là qui arrive à dissiper? Parce que j'applique le conseil que j'ai lu dans Proverbe chapitre 1, verset 8 à 9, qui dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car ce sera une couronne de roi pour ta tête et une parure pour ton cou. » C'est avec ces 2 principes que j'ai mené ma vie depuis que j'ai lu ce verset jusqu'à maintenant. Donc j'essaye d'écouter ma mère. Bon, je ne vais pas dire que je suis un enfant obéissant, bien sûr. Non, mais même si tu le dis, on te croit. Hein, mais c'est comme Emery a dit aujourd'hui d'abord aussi, le téléphone aussi. Le téléphone aussi nous sépare aussi beaucoup de nos parents. C'est-à-dire on passe les nouvelles technologies, hein, de façon générale. On ne passe plus beaucoup de temps. C'est comme Emery a dit, notre nouvelle génération aujourd'hui, les parents, on ne dîne plus ensemble. Alors qu'avant, on dînait ensemble. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les mamans, elles vont au travail, elles ont leur carrière, mais au moins dîner une fois, même le soir. Les petites sorties, même avec des jeux ludiques, tu vois, de faire un ludo, un Scrabble. Créer des jeux de société le soir, voilà. Essayer de rire un peu avec les enfants. Mais il n'y a plus vraiment ça en fait. Moi je dis pour la relation, c'est plus sur la communication. La communication, elle est très très importante. Mais tu parlais tout à l'heure de confiance. Est-ce que toi tu dis tout à ta mère?
Dire tout. Elle te regarde, hein. Elle te regarde en ce moment, donc... Bon oui, j'ai fait confiance à ma mère. Comme je dis, j'ai fait confiance à ma mère, je fais confiance à mon père. D'accord. Je leur dis tout, mais bon, c'est tout. Surtout le côté sentimental. Bon, on n'en parle pas. Je n'en parle pas avec moi-même. Par contre, j'écoute tes conseils, vu que ma mère elle était infirmière, donc elle me donnait beaucoup de conseils sur ça. Elle me dit, faire attention, etc. Voilà. Il faut te comporter comme ça, il y a certaines filles qui sont comme ça, elle est malade, etc. Oui, mais ça c'est la mère, ça c'est la maman en général, comme l'a dit Morel, bah, ça reste la mère poule, c'est-à-dire que même à 40 ans, tu restes son bébé, elle voudra toujours te voir heureux, elle voudra toujours que tu sois... Oui. Ma mère, elle a su faire la part des choses, elle sait aussi me donner l'autonomie, elle m'a donné un ultimatum, elle dit je dois à 25 ans, c'est terminé. Elle ne va plus me chouchouter, elle ne va plus m'envoyer l'argent, elle ne va plus rien faire. C'est à moi de... T'as quel âge là déjà? Parce qu'on rappelle que c'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est ton anniversaire aujourd'hui, donc voilà, on te souhaite déjà un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, j'ai pris 22 ans aujourd'hui. Ah, ça va, il te reste 3 ans, t'as une marge encore là. Non mais je crois que d'ici là, je serai déjà indépendant. Bon d'accord, c'est tout le mal qu'on te souhaite mon cher, et je pense que ça fera plaisir à maman et à papa en l'occurrence. Téné, tout à l'heure on parlait de confiance, est-ce que cette confiance aussi c'est la base, le socle de cette relation que tu entretiens avec maman? Et est-ce qu'aujourd'hui ta mère, c'est un peu comme on dit, c'est la déesse Téné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ta source d'inspiration? Comment ça se passe, cette relation avec ta maman? Alors moi, ma mère, je te dis, c'est l'amour de ma vie. D'accord. Quand je parle de ma mère, je parle toujours avec l'émotion parce que elle fait tout pour moi en fait. Jusqu'à présent, elle est là pour moi. Même si je dis maman, je ne veux plus rien de toi, mais non, elle dit bon, elle veut toujours être là pour moi. Mais comment toi tu renforces ça? Tu renforces cet amour-là, ce lien? Alors, je veux d'abord dire, dès le bas âge, avec ma mère, on était toujours comme ça parce que je suis dans une famille ouest-africaine et on est très proches. Oui, parce qu'on rappelle, t'es malienne. Oui, exactement. On est, depuis le bas âge, on lie déjà des très grands liens parce qu'on fait tout ensemble. La fille, elle est toujours auprès de sa maman. Oui, ça c'est l'éducation. Exactement. Donc du coup, c'est waouh. J'ai même pas de mots parce que ma mère c'est tout. C'est comme un demi-dieu pour moi sur cette terre. Elle est là, elle est toujours présente et passer 1 à 2 jours sans parler avec ma mère, il y a un truc en fait. Voilà, il y a un vide. Donc du coup, je dois toujours être en contact avec elle. Je me rassure qu'elle va bien parce qu'elle est en vie à distance. Tu l'as eu ce matin au téléphone avant de venir dans l'émission? Hier soir, on a parlé. Voilà, on a parlé jusqu'à 23h. Donc je dois toujours me rassurer qu'elle va bien, que ça sent surtout la santé parce que c'est une personne parfois un peu fragile. La fatigue, étant donné qu'elle est dans les activités. Donc je me rassure toujours qu'elle va bien. Si elle me dit elle va bien, je dis non, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien et tout. Donc je me rassure toujours de ça. Est-ce que tu dis tout? Moi je te repose je pose la question. Oui, parce que là c'est bien, tu nous parles de... Est-ce que vous dites tout? Parce que quand on dit comment renforcer la relation mère-enfant, c'est aussi basé sur certains principes, notamment la confiance. La confiance, c'est cette capacité à se dire tout sans forcément avoir un jugement derrière. Au moins, c'est s'extérioriser ce qu'on a emmagasiné, extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné. Est-ce que tu fais confiance à maman? Est-ce que tu dis tout à maman? Oui, j'ai du tout. D'accord. Tout, exactement tout. Vie amoureuse, sentimentale. Donc dès qu'il y a un petit gourmand, une rupture amoureuse, elle est au courant. D'ailleurs, la conversation d'hier, c'était sur ça. On a parlé. D'accord. Voilà, elle m'a donné des conseils et tout. Je suis avec toi, tout ce que Dieu fait est bon et tout. Voilà. Donc, je dis tout peut-être avant de venir ici, je disais pas tout, mais depuis que je suis ici, je pense que depuis que je suis ici, je pense que la distance a fait en sorte qu'on soit très fusionnel. Oui, complice et tout. Mais avant ça, c'était pas vraiment, c'était pas comme aujourd'hui. Mais depuis que je suis ici, on s'est dit clairement tout. Bon, moi, je lui dis tout et elle me conseille et voilà, ça va en fait. D'accord. Je suis surprise. Généralement, les filles sont plus attachées au papa, mais vous là, vous aimez vos mamans. Parce que c'est nous les garçons. C'est nous les garçons qui sont plus attachés aux mamans. Mais les filles là, c'est comment? Papa a fait quoi? C'est pourquoi? Non, après le père,
Moi, je peux pas dire non, tout à mon père. Il faut mettre la daronne à l'abri. Mais nous, on sait pas ce qu'on a. Ce qu'on a, faut mettre aussi le daron à l'abri quand même. Je veux dire. C'est papa, c'est papa. Moi, je peux pas appeler mon père pour lui raconter certaines choses. Oui, est-ce que c'est pas lié aussi, Morel, tu me donnes ton avis avant de laisser Daryl continuer. Est-ce que c'est pas lié aussi à la culture, à la tradition? Parce que on dit chez nous, le père, c'est le chef de famille. Donc, avec cette idée-là, cette idéologie avec laquelle on grandit, on se dit, on s'interdit systématiquement certaines choses. Sauf si papa décide de lui-même de briser cette glace. Mais tant que c'est pas brisé, on est dans notre coin. Bien sûr. On a l'impression que c'est plus facile avec maman. Ouais. Bien sûr, tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est lié à la tradition. Parce que déjà, quand on parle d'Afrique, quand on parle de père, de chef de famille, c'est lui qui est le gardien de tout ce qui est tabou. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un dans la famille qui sera plus enclin à fermer les yeux sur les tabous, sur les traditions, c'est la maman et non le papa. Parce que le papa, il a grandi avec cette éducation-là selon laquelle ce qu'il a reçu, il doit le transmettre. Et s'il n'est pas strict avec l'enfant, il se dit que l'enfant aura tendance à dérailler. Ouais. Donc, voilà pourquoi je pense que les enfants ont cette manie-là de se recroqueviller vers leur maman. Parce que là où la maman sera souple, le papa ne saura pas forcément le faire. Parce que, comme j'ai dit, il a grandi avec cette image-là d'être dur, d'être sévère et d'être strict. Et ça, l'enfant le comprend bien. Voilà pourquoi il se tourne vers sa mère. Alors, Feloria, je le rappelle encore, tu as une lourde mission parce que tu es l'aîné d'une famille. On le rappelle encore, tu es la seconde maman parce que c'est comme ça. Hein, quand tu es l'aîné d'une famille, quand tu es une femme, tu deviens la seconde maman. Et quand tu es un homme, naturellement, tu deviens le second papa. Est-ce que toi également, la question elle a deux volets. Est-ce que cette relation mère-fille, par exemple, c'est quelque chose qu'on entretient déjà dès le bas âge? Et ensuite, toi, aujourd'hui, est-ce que tu es dans cette dynamique-là aussi, c'est-à-dire vu que tu es la seconde maman, est-ce que tu l'installes aussi avec tes petites sœurs, avec tes petits frères, par exemple? Oui, bon. Comment on entretient la relation avec sa mère? Moi, je fais beaucoup de cadeaux à ma mère. Je ne sais pas pour vous. D'accord. Mais je passe mon temps à envoyer des choses à ma mère. Vraiment, Sénégal, Gabon. Je ne sais pas s'ils ont déjà noté mon nom là-bas. Mais dès que j'ai de l'argent, j'achète des choses, j'envoie. Souvent, j'envoie de l'argent. Souvent, elle ne veut même pas. Comme tu l'as dit, ta maman, elle sait que tu as des revenus, que tu as de l'argent. Mais elle veut quand même t'envoyer quelque chose. Alors que... fais-toi plaisir. Tu n'es pas obligé de m'envoyer, mais elle veut toujours t'envoyer. Donc moi, pour renforcer ça, je parle beaucoup avec elle. Vous savez, c'est tellement beau lorsqu'une fille vient se confier à sa mère. Moi, le fait de savoir que ma mère est heureuse, ça me fait du bien. Donc quand je viens lui dire des choses, elle est tellement heureuse et moi, je suis heureuse. Donc déjà, pour renforcer, il faut parler avec sa mère, lui faire des cadeaux. Faisons des cadeaux à nos mères. Il ne faut pas attendre la mort pour lui faire des cadeaux. Vraiment, envoyer, faites des surprises. Donc ça, c'est important pour moi. Donc, communication, aussi donner, faire du bien. Ouais, parce qu'elle a beaucoup donné quand même. Voilà. Maintenant, le poids sur moi, je pense pas que... J'ai ma petite soeur, on discute très rarement ensemble et c'est dommage. Oui, justement, le côté... c'est parce que c'est là, parce que tu es appelée à être la maman de Ma. C'est ça. Est-ce que c'est pas là, maintenant, qu'il faut commencer à installer... J'ai commencé, il n'y a pas longtemps. C'est une réflexion que j'ai eue. J'ai compris que mais si tout de suite ma mère s'en va, comment je fais avec ma soeur? On souhaite encore longue vie à un moment. Oui, mais on n'a pas ce truc-là qu'elle a avec ma mère. On n'a pas ça, elle et moi. Et j'espère... Au Gabon, ça allait, mais avec la distance du Sénégal-Gabon, ça s'est empiré. Je ne parle presque pas avec ma soeur. Je parle avec elle que lorsqu'on a un appel vidéo avec maman. Si c'est communiqué entre nous, là, ça passe pas. Mais est-ce que tu as essayé... Enfin, tu as commencé, tu viens de le dire. Mais pourquoi avoir mis autant de temps? Je ne sais pas. C'est pas une idée qui... Moi, je me suis dit, maman est là. Oui, d'accord. Donc elle comble... l'idée que... Tu es la grande sœur, je veux dire, tu es un modèle pour elle. Elle a forcément envie de te ressembler aussi. Oui. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être que tu essaies de... Bon, là-bas, on n'a pas de problème, mais je pense que c'est question de caractère. D'accord. Elle, ma petite sœur, est très renfermée sur elle. Donc, elle peut... Moi, je sais qu'elle m'admire parce que souvent, elle me met en statue. Ou elle me dit, ma grande sœur. Là, j'arrive à savoir, mais elle me dit jamais, je t'aime. C'est pas son habitude. Ouais, c'est souvent les je t'aime conditionnés. Voilà. Donc, mais bon, je pense que ça va aller. D'accord. Ça va aller. On te fait confiance. Oui. Si jamais il y a un problème, Téné, elle est là. Elle sait comment gérer. Daryl, justement, on t'a interrompu, désolé, tout à l'heure. Tu voulais rebondir sur un truc bien précis, non? Je disais au fait, c'était pour rappeler ici qu'il ne faut pas oublier papa.
Papa, parce que papa... En même temps, tu les avocats des papas. Oui, mais tant parce mieux, que je suis un futur papa, ça me fait, un peu de la peine. Je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, on entend toujours mettre la daronne à l'abri, on veut faire plaisir à maman. Ça me fait un mal de même, par exemple, parce que le papa, il s'élève chaque matin, il va au travail, il travaille psychologiquement, il travaille physiquement. Économiquement aussi, financièrement. Il vous envoie à l'école. Et après, c'est maman. Non, n'oubliez pas, papa. Moi, en fait, c'est comme j'ai dit, moi, je les aime toutes les deux à la même manière. C'est-à-dire que lorsque j'appelle mon père ou ma mère, si on a peu parlé au téléphone, c'est 1 heure de temps. D'accord. Je ne fais pas de différence entre les deux. Par rapport à ce qu'il dit, je tiens à vraiment préciser que ça dépend de la relation qu'on a chacun. Moi, par exemple, je n'ai pas grandi avec mon père et je trouve qu'il n'a pas fait d'effort pour créer une relation avec moi. Sur ce, je parle très peu de lui. Pas parce que je ne l'aime pas, parce que je trouve qu'il n'a pas fait d'effort. Donc sur ce, il ne mérite pas que je parle de lui. Ça, c'est selon moi. Maintenant, j'ai ma coloc qui, elle, c'est l'inverse de moi. Elle, son tout, c'est son père. Elle considère que sa mère n'a rien fait. Tu vois que là, il y a 2 situations complètement différentes. Quand moi, j'appuie sur mon père, elle appuie sur sa mère. Et c'est complètement différent. Elle a tendance toujours à bénir que son père. Elle parle que de son père. Elle lit tout sur son père. Entends-moi, c'est l'inverse, je lis tout sur ma mère. Et il y a d'autres comme Daryl, où les deux ont été là. Les deux ont fait le travail. En fait, c'est parce que mes parents, lorsqu'ils sont séparés, j'avais 6 ans. Mais ils avaient la garde partagée. C'est-à-dire de 6 ans jusqu'à 11 ans, je suis resté avec ma mère. Mais chaque vacances, je partais chez mon papa. Et quand ma maman est partie à Port-Gentil, quand elle a refait sa vie, chaque année scolaire, j'étais avec mon père. Chaque vacances, j'étais chez ma maman. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi avec il y a mes cet parents. équilibre. Et l'avantage, c'est que mes parents m'ont eu très jeune. Moi, ils étaient au collège, donc ils sont jeunes. Donc on essaye de discuter. En tout cas, c'est la chance que j'ai eue. C'est-à-dire que même quand mes parents se sont séparés, c'est vrai qu'il y avait ce petit vide-là au début. C'est un peu compliqué. Du jour au lendemain, tu n'as plus ta mère et ton papa, mais... Moi, en tout cas, mes parents, franchement... Il y a eu cet équilibre-là que beaucoup n'ont pas eu, malheureusement. Mais en fait, cet équilibre tenait dans les familles ouest-africaines. En général, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu parce qu'on grandit tous en famille, quelque part. Et donc, on a beaucoup d'amour à donner. Est-ce que justement, là aussi, parce que tu es la grande sœur, je suppose, tu as forcément des petites sœurs derrière, non? Ou tu es la dernière Non, troisième. Troisième. Bon, ça va, donc tu as les petits frères et les petites sœurs derrière. Est-ce que là aussi, tu joues un peu ce rôle de la grande sœur en créant ce lien que Féloria a oublié, qu'elle est en train de rattraper en ce moment? Est-ce que toi tu l'as créé depuis ou à l'image de Féloria, tu es en train de l'installer maintenant? Avec elle et sa petite soeur, pour moi c'est le contraire. On s'entend super bien. D'accord. On est vraiment fusionnel aussi. Exactement, on s'entend bien. Est-ce qu'elle te dit tout? Oui, pour moi elle me dit tout parce qu'elle compte vraiment sur moi. Je sais pas, mais elle compte sur moi plus que ses frères. Elle me dit vraiment tout, on parle vraiment. C'est comme avec ma mère. Elle est mon échelle. Et je fais en sorte qu'elle ne me cache pas des choses. Voilà, je fais en sorte qu'elle ne me cache pas des choses. Donc, elle est libre de... Je fais comme si c'était une amie. Avec elle, je me comporte comme une amie. Donc, je ne veux pas qu'elle se dise que oui, c'est ma grande sœur. Si je fais ça, voilà. Donc, elle s'appelle comment ta maman? Elle s'appelle Syrah. Maman Syrah. Et la tienne, elle s'appelle comment, Larry? Maman Emma. Oui, maman Emma. D'accord. Féloria? Maman Ginette. Maman Ginette. Et Morel? Maman Virginie. Maman Virginie. Écoutez les amis, on fait un gros bisou à vos mamans et à toutes les mamans qui nous regardent sur Medi 1 TV dans l'émission Génération News. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de Medi 1, mais en compagnie de nos mamans et de nos papas.